Bonjour à tous, bonjour Yves également. Donc effectivement, ce matin, nous allons évoquer les audits d'acquisition, les audits pour les opérations capitalistiques de cession et d'acquisition d'entreprise. Donc je vais également vous présenter les VDD, c'est-à-dire les audits d'acquisition, mais côté vendeur, c'est-à-dire que ce qui est aussi conseillé, c'est de préparer ces audits avec des auditeurs avant l'opération. Et donc, en tant que vendeur, on peut aussi faire nous-mêmes des audits. Comme ça, on est préparé aux audits qui vont être faits par l'acheteur. Et enfin, je vais aussi vous présenter le diagnostic qui est un petit peu différent de l'audit. L'audit étant fait par les auditeurs qui vont vérifier les informations, alors que le diagnostic est une analyse un peu plus globale et moins précise, moins fine de la situation, mais qui finalement apporte souvent des éclairages complémentaires et parfois euh, plus précis que les audits eux-mêmes. Alors tout d'abord, moi je suis Patrice Klug, donc associé gérant d'entreprise des décisions, cabinet conseil en fusion-acquisition, un cabinet indépendant qui intervient en France et à l'international pour des entreprises de taille petite et moyenne. On intervient généralement de 5 à 100 millions d'euros de valorisation. La majorité de nos opérations aboutissant à des cash-out, donc permettant aux dirigeants de diversifier son patrimoine, soit de rester dirigeant de l'entreprise quand il va faire un OBO, il va réinvestir dans le projet entrepreneurial et rester plus ou moins dirigeant, soit il va quitter l'entreprise quand c'est une transmission d'entreprise, une cession, un adossement, par exemple. Donc, nous avons réalisé presque 200 opérations et 1300 si j'inclus celles de mes associés. Et notre travail est assez intense parce qu'en moyenne, on va faire une opération par an et par personne. Ça veut dire 250 jours hommes de travail et 2500 heures par transaction. Donc, avec une équipe de 10 personnes, on va faire 10 transactions par an. Voilà un morceau de l'équipe. Nous sommes donc généralement d'origine financière, comptable, juridique, fiscale et commerciale. Et toutes ces compétences chez chacun d'entre nous nous permettent d'aboutir à une opération capitalistique. J'ai rajouté en bas ici le CV d'Alexis Madec, qui est lui avocat. Il n'est pas conseil financier, il est conseil juridique et on l'introduit généralement dans l'équipe parce que euh, trop souvent, des dirigeants sélectionnent un avocat qui n'est pas ultra spécialisé dans le domaine de la cession d'entreprise et de la fiscalité de la cession d'entreprise pour mener à bien son conseil juridique et ça peut causer du tort au process. J'ai eu plusieurs cas d'opérations dans lesquelles j'ai investi 3000 heures de travail et qui n'ont pas abouti parce que l'avocat sélectionné par le client euh, n'avait pas la bonne expérience, le bon positionnement. Alors, justement, aujourd'hui, nous, on va présenter les audits d'acquisition, mais entreprise des décisions n'est pas auditeur. Nous, on va faire un diagnostic, on va préparer la société de vendu, on va recommander à notre client de sélectionner un auditeur, de sélectionner des auditeurs, et nous, on va s'arrêter au diagnostic. On ne peut pas être jugé parti parce que nous, on est conseil du vendeur, et donc en tant que conseil du vendeur, on va essayer de bonifier l'entreprise, de la présenter sous ses meilleurs auspices, et on ne peut pas en même temps faire un audit qui est un travail également intéressant, fastidieux. On va parfois collecter des documents équivalents, poser des questions qui vont être les mêmes. On va parfois avoir un processus équivalent qui ressemble à un audit, mais on préfère l'appeler diagnostic pour être sûr que des audits vont bien être faits au bon moment lors de l'opération pour éviter les erreurs. Et, euh, et à chaque fois que j'ai eu des clients qui n'ont pas fait d'audit, ça a été catastrophique. Bon, concernant l'entreprise Décision, on a également des présences à l'international avec des bureaux propres ou des partenaires. Donc, quand on a un mandat de vente, quand on a un mandat, une mission d'accompagnement du dirigeant pour réaliser une opération capitalistique, on va systématiquement opérer quatre phases.
on va analyser le dirigeant, les actionnaires, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment faire, pourquoi ils veulent vendre, pourquoi ils veulent rester, euh, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire, en quoi ils créent de la valeur, en quoi ils ne créent pas de valeur. Cette partie du diagnostic, qui peut ensuite être approfondie par un audit, est essentielle. On le fait systématiquement et c'est sur cette partie euh, de la mission qu'on crée le plus de valeur. Deuxième étape, donc on fait en parallèle évidemment, c'est pas dans un ordre chronologique, c'est le diagnostic de l'entreprise, des salariés, des produits, des services, des contrats, des clients, de la répartition des clients par activité, de la croissance, la rentabilité, etc. Donc évidemment, vous imaginez bien que c'est essentiel. Troisième élément, la partie financière, un diagnostic financier. Généralement, euh, il y a une analyse de la comptabilité générale et nous, on va rajouter la comptabilité analytique, les coûts fixes, les coûts de structure, les coûts semi-variables, la marge sur coût variable, l'évolution de tous ces éléments par client, par produit, par activité et par année. Et cette analyse quand je consulte mes confrères, mes concurrents, ils me disent qu'ils ne le font pas. Nous, elle nous paraît essentiel. C'est très, très complexe, c'est très long, très fastidieux, mais ça nous paraît être nécessaire de le faire. Et enfin, la concurrence stratégique, les entrants potentiels sur le marché en France, dans les différents pays dans lesquels sont installées les entreprises. Évidemment, important. Donc nous, c'est ce qu'on fait, euh, mais on n'appelle pas ça un audit, on appelle ça un diagnostic. Ça ressemble beaucoup à un audit. C'est moins poussé que l'audit. On va parfois survoler certaines informations, mais les recouper par différentes questions. Et on va surtout faire une analyse à 360 degrés pour vraiment aller chercher ce qui peut être vraiment des vraies forces, des vraies faiblesses. Et quand on identifie des faiblesses, on va pas s'arrêter à constater lors du diagnostic qu'il y a une faiblesse. On va surtout essayer de gommer cette faiblesse, voire même mieux, de la transformer en force. Parfois, c'est très facile de prendre une faiblesse et de la transformer en force. Pareil, quand on identifie des forces, on va aider, coacher le dirigeant pour l'aider à accélérer ses forces, les améliorer pour que la société soit encore plus solide, plus robuste. Alors que l'auditeur, l'audit, il va surtout aller dans le détail, il va surtout vérifier minutieusement chaque information. Il va pas, il va essayer de constater euh, les risques de l'entreprise et les faire émerger en mettant en avant, en évidence, les signaux faibles, les points de vigilance, voire même les points d'attention et les risques forts qu'on va appeler souvent drapeau rouge, red flag. Donc, comme je disais, nous, on va s'intéresser vraiment au diagnostic du dirigeant, ce qui le passionne, ce qu'il aime faire, ce qu'il sait pas faire, ce qu'il sait faire, ce qu'il sait pas faire, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, là où il crée de la valeur et ne crée pas de valeur. Et c'est vraiment un diagnostic essentiel parce que ça permet de faire avancer le dirigeant et donc l'entreprise, parce que souvent le dirigeant est le principal actif de l'entreprise. Et également l'analyse à 360 degrés du management, de la culture d'entreprise, de la structuration de l'organisation et des processus et des outils de l'entreprise. Donc ici, on a un calendrier du process. Et donc, avant même de mettre la société en vente, on peut faire une VDD, donc une vendeur due diligence. Ce sont des audits faits par le vendeur, payés par le vendeur, missionnés, choisis par le vendeur pour être pour faire comme si c'était l'auditeur, donc faire l'audit que va faire l'auditeur, mais en tant que vendeur pour prévoir ce que va découvrir l'auditeur lors de son futur audit. Voilà des exemples d'ateliers spécifiques qu'on va organiser pour questionner le dirigeant, son équipe d'actionnaires, voire d'autres personnes, alors faire attention à la confidentialité, sur les différents sujets.
Donc, si je les liste rapidement, les métiers, les activités, les risques spécifiques du secteur, des clients, les risques stratégiques, financiers, juridiques, etc., etc. Mais ça peut être la même chose pour les auditeurs et pour le diagnostic. Euh, voilà, les documents qui sont demandés par les auditeurs et pour le diagnostic sont également assez proches. Voici la liste des documents qu'on peut demander. Alors, ce qui est très lourd et très fatigant pour un dirigeant, c'est comme il y a plusieurs équipes d'auditeurs et de sociétés qui vont faire les audits et les diagnostics, eh bien, parfois, ils vont avoir la même question qui va revenir de la part de plusieurs personnes à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle. Et ça veut dire que le document a été communiqué à un auditeur, mais pas à un autre, ou qu'il a été déposé sur la Dropbox ou la data room, mais que certains auditeurs les ont vus ou pas d'autres. Donc, notre rôle, c'est aussi de vérifier que ces informations ont bien été collectées, ont bien circulé et éviter que le dirigeant doive répondre plusieurs fois à la même question, ce qui est vraiment terrible, épuisant. C'est déjà complexe. Si en plus le dirigeant doit répondre plusieurs fois à la même question, c'est vraiment compliqué. Voilà. Alors, quelles sont les personnes, quels sont les audits vont être faits par l'acheteur ou par le vendeur, parce qu'on a dit qu'on pouvait faire la même chose, mais côté vendeur, vendeur due diligence, lors d'une opération capitalistique, donc lors d'une acquisition. L'audit qui doit être fait systématiquement, et donc dans 100% des cas, c'est l'audit comptable et financier. Ce ne sont pas nécessairement des experts comptables ni des commissaires aux comptes qui vont faire ces opérations. Et donc aujourd'hui, les acteurs leaders du marché sont des cabinets d'audit, mais qui ne sont pas du tout commissaires aux comptes. Ils sont uniquement spécialisés dans les audits d'acquisition. C'est leur méthode, c'est leur méthodologie. Alors, bien sûr qu'ils ont fait des études assez proches de celles de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes. Bien sûr qu'ils ont peut-être déjà travaillé dans des grands cabinets de commissariat aux comptes. Mais ces équipes de Transaction Services, donc TS, qui est un autre mot pour évoquer les audits d'acquisition, ne sont pas obligatoirement des experts comptables des commissions en compte. Ils ont souvent une école de management, une école de commerce à leur actif et une bonne expérience. Ils ont surtout une bonne méthodologie pour lister les informations, les rechercher, identifier les faiblesses, les risques de l'entreprise. Donc l'audit comptable et financier, il doit être fait systématiquement. Il va analyser en détail les bilans, les comptes de résultats détaillés, les FEC, hein, les, les écritures comptables historique de l'entreprise, de l'année en cours, de l'année précédente, des 3 années précédentes, euh, parfois en détail, hein, parfois pas en détail, mais parfois en détail, ça veut dire par client, par activité, coût fixe ou variable, parfois sur le budget de l'année en cours et parfois le business plan, mais c'est pas automatique. Et il va surtout chercher les points de faiblesse, les risques. euh, il va parfois recouper des informations. Ce qui est compliqué quand on est auditeur acquéreur, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que le vendeur ne va pas vouloir donner toute l'information. C'est souvent un concurrent qui va vouloir acheter l'entreprise. Parfois même l'audit est fait par plusieurs acheteurs en même temps. Dans les opérations de taille moyenne et grosse, on va parfois accepter que 2, 3, 4 acquéreurs fassent les mêmes audits en même temps pour qu'ils lèvent chacun les conditions suspensives d'audit et de financement avant de leur accorder une exclusivité. Ça veut dire qu'on risque de donner, en tant que vendeur, des informations confidentielles à plusieurs acheteurs. Et donc, en général, on ne va pas le faire. Donc, on va limiter l'information communiquée. Alors déjà, parfois limiter à un seul candidat acquéreur les audits. Ça évite de donner ces informations à plusieurs. Il y a les avantages et les inconvénients de faire ça. Euh, et surtout, on ne va pas donner le dossier de tous les clients. On va peut-être dire, voilà, écoutez, choisissez 2, 3, 4 clients ou 10, 20, 30 clients et on va vous donner seulement ces dossiers clients.
Pareil pour les salariés. Choisissez 2, 3, 4 salariés ou 5, 10, 20 salariés au hasard et on va vous donner les dossiers de ces salariés pour éviter que des informations trop confidentielles, trop détaillées, trop nombreuses circulent à la concurrence ou même auprès des fonds d'investissement. Le deuxième audit obligatoire, c'est l'audit juridique. L'audit juridique, il est triple. C'est l'audit des contrats, donc l'audit qu'on appelle juridique, les contrats clients, les contrats fournisseurs, euh, propriété intellectuelle, etc. L'audit social, évidemment, l'audit des salariés, des contrats salariés, des risques salariés, l'audit des compétences, et enfin l'audit fiscal, des risques sur des impôts et les risques associés. Donc, généralement, trois auditeurs différents. Alors, parfois le même cabinet d'avocats, hein, mais trois équipes ou trois personnes différentes. Une équipe pour l'audit juridique, l'audit social et l'audit fiscal. Ce sont généralement trois compétences différentes, trois personnes ou trois équipes différentes, tout dépend de la taille de l'entreprise. Il est donc assez rare qu'on ait un seul auditeur. Il y a déjà, on a dit, un auditeur comptable et financier ou une équipe d'audit comptable et financier, un auditeur juridique et donc une équipe d'audit juridique qui inclut l'audit juridique des contrats, l'audit social et l'audit fiscal. Trois audits juridiques, parfois par trois cabinets d'avocats différents ou par trois équipes ou trois personnes différentes. Ces audits sont obligatoires, systématiques. On va parfois rajouter, suivant la taille de l'entreprise, la complexité, d'autres audits. On a ici l'audit stratégique, sectoriel, concurrence, l'audit réglementaire par rapport à des autorisations de mise sur le marché ou d'installation à l'international. On a parfois sur certaines sociétés de technologie plusieurs audits possibles dans la technologie. Quand on vend un logiciel informatique, on va auditer le logiciel. Pareil, confidentialité, c'est complexe. On va parfois auditer la stabilité du logiciel, la stabilité des utilisateurs. Est-ce que ça fonctionne bien chez l'utilisateur? Est-ce que c'est bien hébergé? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de communication? Est-ce que la montée en charge euh, technique va être supporté si on fait 300% de croissance à l'avenir? Est-ce qu'il faudra faire des investissements? Donc, si on a un outil industriel, on va auditer l'outil industriel, auditer les machines, auditer les risques environnementaux, l'audit immobilier. Est-ce que l'immobilier a une valeur? Est-ce qu'il vaut le prix qu'il est dans le dossier, dans la valorisation d'entreprise? Est-ce qu'il y a des risques d'augmentation des loyers? Est-ce que le tarif du loyer est conforme à la valeur du marché, etc. Donc, on peut envisager, imaginer des audits nombreux, complexes. Tout à l'heure, on a parlé des compétences et de la motivation et du savoir-faire du dirigeant. On peut aussi faire un audit du dirigeant, surtout s'il reste, et un audit du management, des personnes clés. Il peut y avoir 3, 5, 10, 20, 30 personnes clés. Chacun peut subir euh, un audit. Alors, ce qui est intéressant dans les audits, c'est le côté, on l'a dit tout à l'heure, analyse du risque, mais à chaque fois qu'on analyse un risque, on va surtout aller de l'avant et se dire, bon, maintenant qu'on a identifié un risque, comment est-ce qu'on peut transformer ce risque en force, cette faiblesse en force? Et donc, parfois, il y a des auditeurs qui sont vraiment pointilleux, qui vont aller dans le détail uniquement pour casser l'entreprise achetée. Mais évidemment, je préfère les auditeurs qui ont été choisis, sélectionnés par l'acheteur, mais en accord avec le vendeur qui a été coaché, motivé par l'acheteur, mais en accord avec le vendeur, dans un esprit constructif, en disant au vendeur, voilà, bien sûr, on va auditer ta société, mais on va surtout chercher à améliorer l'entreprise et
rares sont les acheteurs qui font ça, mais il y en a de plus en plus et, et c'est souvent ceux qui créent le plus de valeur. Eh ben, ils disent dès le début, moi, mon audit, il n'est pas là pour te casser, il est là bien sûr pour vérifier la valeur de l'entreprise, mais aussi pour t'aider, toi, vendeur, à structurer l'entreprise et faire en sorte que cet audit soit avant tout euh, une aide, une marche, une échelle pour prévoir le futur et structurer l'entreprise et donc corriger les défauts de l'entreprise. Donc ça revient, ça peut se rapprocher du diagnostic et du conseil coaching euh, qu'applique Entreprise et Décision, mais c'est pas encore la majorité des auditeurs et des acheteurs qui vont utiliser cet audit pour créer de la valeur. Donc voilà un petit peu les différentes catégories d'audits qui sont mis en œuvre. Il ne faut pas les oublier, il faut aller dans le détail, il ne faut pas les négliger. C'est complexe parce que ce n'est pas le seul sujet du processus d'achat. Il y a bien sûr la négociation du prix, la compétition des acheteurs, le financement, les financements qui sont difficiles, l'augmentation des taux d'intérêt, euh, le fait que tout ce qu'on fait là, ici, c'est du temps perdu face à la recherche des clients, à la motivation des salariés. Enfin, voilà, c'est très compliqué, une acquisition d'entreprise, il faut tout gérer. N'oubliez pas que la moitié des acquisitions sont des échecs. Et donc à la fois, tous les audits sont importants. Il faut bien choisir les auditeurs, il faut bien les coacher, bien les driver. Mais en plus, c'est du temps qui va être perdu face à tout le reste. Et parfois même, la négociation du dirigeant fait que le dirigeant délaisse la motivation des salariés et les clients. Et parfois, on peut perdre des salariés, on peut perdre des clients. Là, j'ai une équipe, pardon, un client, il a perdu 10% de ses salariés, 10% de son chiffre d'affaires. 15% de la rentabilité parce que les audits ont traîné en longueur depuis de nombreux mois. J'ai une petite question pour toi, Patrice, parce que tu as parlé maintenant en détail des audits. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, spécifier le rôle d'entreprise et décision dans ce processus? Parce que si c'est pas vous qui faites les audits, donc comment vous, vous intervenez? Vous intervenez pour encadrer tous les processus, Patrice? J'ai pas entendu ta dernière phrase, vous intervenez? Je dis entreprise et décision, Oui, non, j'ai c'est-à-dire entendu vous, le début. Oui, mais juste ouais, les derniers mots, vous j'ai pas. encadrez, c'est ça? Vous Ah oui, on encadrez, encadre. Ah, on encadre, oui. c'est Oui, ça. tout à fait. Donc je Alors, pense que c'est important de ouais. spécifier, hein, parce que tu es Hmm. tellement rentré dans le détail. Et je pense que c'est important de spécifier votre rôle dans tout ce processus. Tout à fait. Alors, tout à fait. Ici, je vais juste présenter trois exemples de cabinets d'audit qu'on a recommandés à certains clients. Et donc, notre rôle, entre autres, c'est bien sûr d'encadrer le travail des auditeurs, de conseiller le vendeur et l'acheteur dans le choix des auditeurs, aussi dans la négociation de leur mission, pour qu'elle soit la plus précise possible, la plus fine, la plus utile, parce que parfois il y a des audits inutiles aussi. On va perdre du temps, ou on va faire perdre du temps à l'acheteur ou au vendeur, de l'argent aussi. Euh, ça peut coûter très cher. Ici, on a des audits qui vont de 20 000 euros à 100 000 euros, suivant euh, l'équipe qu'on va missionner, ici Exelmans, DPI ou Grande Thornton, et du détail, ou parfois du côté international, évidemment, si on a beaucoup de sociétés ou des sociétés étrangères, ça peut coûter aussi plus cher. On va aussi faire appel à des cabinets qui sont présents dans chacun des pays ou un cabinet français qui a une capacité d'aller intervenir dans ces pays-là. Donc, effectivement, pour revenir sur le processus, donc nous, en tant que conseil, on va faire ce diagnostic et pas l'audit. Alors, la différence, elle n'est pas toujours hyper évidente, mais elle est très importante. Parfois, c'est la même chose. Nous, on va effectivement aider euh, les auditeurs à collecter l'information. Et comme on a déjà collecté une partie des informations, on va déjà leur communiquer les informations qu'on a déjà. On va ensuite avoir des auditeurs qui vont vouloir poser des questions aux dirigeants.
aux vendeurs, à leurs équipes, et on va leur dire, attendez, nous, on a déjà fait un diagnostic, on va vous donner les informations qu'on a déjà. Donc, on leur donne accès aux documents qu'on a déjà collectés, on va leur donner nos dossiers de présentation détaillés qu'on a déjà rédigés, on va leur donner nos fichiers Excel, on va leur donner nos comptes rendus de réunion, et ensuite, on va nous-mêmes aller chercher, collecter l'information pour éviter qu'il y ait, parfois, il y a parfois 15 auditeurs. J'ai dit qu'il y avait parfois plusieurs auditeurs pour la partie juridique, plusieurs auditeurs pour la partie sociale, plusieurs auditeurs pour la partie fiscale, plusieurs auditeurs comptables, financiers, stratégiques. Donc, on a souvent 15 auditeurs. Donc, pour éviter que 15 personnes demandent le même document, c'est nous qui organisons ces réunions de travail avec ces 15 auditeurs, c'est nous qui collectons leurs demandes d'informations, c'est nous qui collectons ces documents et c'est nous qui leur donnons parce que euh, euh, parfois on les a déjà ou parfois on a des documents à peu près équivalents. On va également les driver en leur disant qu'il est hors de question qu'on communique ces informations-là parce que c'est confidentiel. On va faire ce travail de pédagogie. Et ensuite, c'est nous qui allons récupérer les informations confidentielles avec, par exemple, tous les dossiers de tous les clients et de tous les salariés et qui allons organiser la recherche aléatoire des dossiers qu'on va envoyer et pas tous les dossiers. Donc, on va faire gagner du temps aux éditeurs, mais surtout à nos clients, les vendeurs, pour éviter que ça soit totalement désorganisé, déstructuré et qu'ils soient dérangés chaque minute par un auditeur différent qui va vouloir avoir réponse à sa question. Et ensuite, on va organiser des réunions communes, c'est-à-dire que si chaque auditeur veut organiser sa propre réunion pour poser ses propres questions, comme on sait qu'il y a un tronc commun de questions communes, eh bien, on va organiser une réunion commune avec plusieurs auditeurs. Et on estime que quand les différents auditeurs posent leurs questions, eh bien, il est préférable que plusieurs auditeurs posent les questions en même temps, même si il y a une partie des questions qui sont pas communes aux différents auditeurs. C'est toujours très intéressant que tous les auditeurs écoutent toutes les réponses, parce que même s'il n'avait pas prévu de poser cette question, ce sont des réponses intéressantes pour lui-même. Donc, ça peut faire perdre un petit peu de temps aux auditeurs, mais comme le temps du vendeur est plus précieux que le temps des auditeurs, et qu'en plus, ils ont parfois souvent des questions communes, ce qui est normal, c'est la même société. On va organiser des réunions communes. Donc nous, on va coordonner, coacher, structurer. On va organiser la chambre d'information digitale. Donc on va faire une data room électronique pour euh, collecter ces informations et récupérer les questions des auditeurs parce que souvent, ils posent des questions simplement parce qu'ils n'ont pas cherché l'information à laquelle ils avaient déjà accès. La majorité des questions des auditeurs sont des questions sur des informations qu'ils avaient à disposition, mais simplement, ils n'ont pas bien cherché sur la documentation qu'on leur avait donnée. Et souvent, on récupère des rapports d'audit dans lesquels il est écrit en rouge, euh, nous n'avons pas eu accès à ce dossier, ce document, à cette information, donc nous n'avons pas pu vérifier cette information. Et nous, on est obligé de leur dire, mais écoutez, euh, vous allez devoir refaire, corriger, modifier votre audit parce que vous avez déjà accès à cette information depuis plusieurs semaines. C'est systématique et malheureusement, les auditeurs, on est obligé de les tenir par la main et de les relancer chaque jour, chaque semaine pour leur dire, tiens, est-ce qu'il vous manque des informations, des documents? Et parce que très souvent, ils nous disent pas qu'il leur manque des informations. C'est terrible. Donc, nous, on fait ce travail en permanence. Ça nous prend énormément d'énergie et de temps, mais c'est un travail qui est nécessaire. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que Rachel ou d'autres personnes avaient des questions par rapport à cette présentation? Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair, Patrice. Je pense que peut-être tu peux parler des coûts en ce qui concerne, si tu veux, les autres parties. Euh, il y a Yves qui nous dit aussi que c'est clair. Parce que tu as parlé des coûts, en fait, pour les audits financiers, mais peut-être que tu peux brièvement aborder les coûts peut-être pour les autres parties. Hmm. Tout à fait. Donc, si on prend l'exemple ici d'Excelmance, qui est
peut-être le cabinet qui réalise le plus d'audits d'acquisition en France, peut-être même plus que Deloitte, KPMG, EY, Grant Thornton. Vraiment une équipe à Paris 16e de haut vol dans les audits d'acquisition. Ils vont être spécialisés sur la comptabilité et la finance. On est sur un budget souvent autour de 80 000 euros. Alors, ça peut être entre 60 000 euros et 150 000 euros suivant le nombre de sociétés, la difficulté. Donc, quand on passe d'un audit d'une société à 20 sociétés, le budget n'est pas multiplié par 20. Il est généralement augmenté de 50 ou 80% seulement, donc même pas multiplié par 2, parce qu'évidemment, il va y avoir une analyse globale. Aujourd'hui, on a des logiciels pour améliorer la rapidité, l'efficacité de l'analyse grâce aux fichiers d'experts comptables, donc des écritures comptables, les FEC, FEC, ça accélère, ça rend plus facile et plus rapide les analyses, et donc c'est assez intéressant. Dans un cas récent, pour ce même dossier, donc on avait un budget pour l'audit juridique, social et fiscal assez équivalent de 70 000 euros pour la partie juridique avocat qui s'occupait du reste des audits. Évidemment, ce budget n'inclut pas la rédaction des protocoles d'accords d'acquisition d'entreprise, hein, le contrat de cession de titres. Ça n'inclut pas la garantie passive, le pacte d'actionnaires, les management packages, ni la rédaction des statuts, hein. On est vraiment uniquement dans l'audit. Donc parfois, c'est le même cabinet d'avocats qui va faire les audits juridiques, social, fiscal et les rédactions des contrats, mais parfois c'est deux cabinets différents. Ce ne sont pas du tout les mêmes compétences. Donc, il faut prévoir un budget parfois équivalent ou supérieur pour tout ce qui va être SPA, garantie de passif, contrat de cession de titre, etc. Ici, pour des dossiers un petit peu plus petits, on avait utilisé le cabinet DPI Audit et Finance, hein, une équipe d'anciens de Lazare, donc le grand groupe d'audit et conseil financier Lazare, Mazar. Et donc là, on était sur un budget beaucoup plus faible parce qu'on était sur 25 000 euros pour l'audit comptable et financier et 15 000 euros pour le social, juridique et fiscal. Outre le fait que ce sont des budgets bien plus faible, 25 et 15, 40 par rapport à 150 000 euros pour Exelmans et le cabinet d'avocats. Autre avantage, c'était le même cabinet, DPI, Audit et Finance, qui s'est occupé de tout, et donc en interne, avec un seul directeur de mission, David Pierlas. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir une seule personne qui coordonne et qui livre les résultats, parce qu'il va lui-même aller vérifier les informations, faire ce travail de vérification que les informations ont bien été transmises auprès de chaque membre de l'équipe qui fait les audits et éviter trop d'allers-retours de même caution qui reviennent de la part de plusieurs personnes. Donc, il y a l'avantage du budget, l'avantage de la simplicité, de la rapidité, très intéressant pour de nombreuses sociétés qui ne sont pas des multinationales. Et Grant Thornton avec un budget un peu plus élevé, 90 000 et 100 000, 190 000, mais très raisonnable hein, parce que, évidemment, si on fait intervenir l'équipe TS de Deloitte, et les avocats de Deloitte, on va avoir des budgets deux à trois fois supérieurs. On va être à 200 000 300 000 euros pour la partie audit, comptable et financier et 200 300 000 euros pour les audits juridiques, sociaux et fiscaux. Donc, on voit qu'on a une fourchette de coût global entre 40 000 et 600 000 euros, suivant qu'on fait intervenir des pays, Exelmans, Grant Thornton ou Deloitte. Alors, bien sûr que Deloitte a la possibilité d'appliquer des budgets plus faibles, mais ils vont pas appeler ça des audits, ils vont appeler ça des revues financières et des revues juridiques. C'est pas un audit, c'est un audit beaucoup plus light. Et donc, à chaque fois, il faut rajouter encore un budget équivalent pour la partie SPA, rédaction de contrat de cession de titres, garantie d'actifs et de passifs, pacte d'actionnaires. Et évidemment, si on fait une VDD, c'est un budget assez équivalent. VDD, donc on a dit, c'est le vendeur qui fait sa propre due diligence, son propre audit, due diligence
Transition Services, c'est des termes assez synonymes, assez proches. Donc VDD, donc c'est l'audit fait par le vendeur, c'est un budget assez équivalent à l'audit fait par l'acheteur. Mais la VDD n'est pas obligatoire. L'avantage de ne pas faire de VDD, c'est qu'on va gagner du temps, on va gagner de l'argent en tant que vendeur, on va aller plus vite euh, voir l'audit de l'acheteur. C'est l'acheteur qui va identifier les forces et les faiblesses. Ça nous évitera euh, nous-mêmes de communiquer des faiblesses. Donc c'est avantageux aussi que ce soit l'acheteur qui fasse son audit parce que l'auditeur de l'acheteur peut ne pas identifier certains risques. Mais voilà, il y a toute la contrepartie. Donc en général, on va faire des VDD à partir de 15 millions d'euros de valorisation. En dessous de 15 millions, on ne va pas faire de VDD. Donc voilà, 15 millions, c'est euh, une limite de valorisation d'entreprise à partir de laquelle on fait des vrais VDD. En dessous, on va faire uniquement le diagnostic et pas la VDD. Il y a une question, Patrice, qui est arrivée à la messagerie. Est-ce que tu la vois ou pas? Alors, quel est le budget pour faire les audits de la JGE? Oui, donc la JGE est une vieille association à laquelle Alexandre et moi avions été très investis à l'époque. Et c'est vrai que je crois que l'association a perdu de sa flamme. Oui, c'est vrai que c'est les associations, il y a des hauts et il y a des bas. Merci pour ce souvenir, Alexandre. Est-ce que tu as terminé ta présentation ou tu as encore d'autres aspects à présenter au niveau de la due Alors, diligence, Patrice? je voulais présenter d'autres slides. Donc ici, un petit rappel sur de l'actualité. Donc on a l- Argos With You qui a présenté le dernier multiple de valorisation des entreprises de taille moyenne en Europe, hein, parce qu'on est sur des entreprises de 15 à 500 millions d'euros de valorisation avec une moyenne et une médiane à 100 millions d'euros. Et le multiple a baissé à 8,9 fois l'EBITDA au dernier trimestre. 8,9 fois qui correspond à la moyenne des 20 dernières années. Donc, vous voyez qu'on est revenu à la moyenne avec la dernière fois qu'on était passé au-dessus, la première fois qu'on était passé au-dessus de ces 8,9, c'était entre 2015 et 2017. Et donc, depuis, on était au-dessus. Et maintenant, est-ce qu'on va redescendre au niveau de 2008 à 2014 entre 6 et 8 fois l'EBITDA? Je ne crois pas, parce que le marché a progressé, il s'est structuré, il s'est professionnalisé et donc il y a beaucoup plus de transparence et d'efficacité dans le marché, beaucoup plus de produits financiers. Et même si les taux d'intérêt restent élevés, je ne crois pas qu'on redescendra à 6 ou 7 fois l'EBITDA. Alors maintenant, on est sur des grosses entreprises. Attention, hein, il y a une décote de taille. Si vous avez des entreprises entre 5 et 50 millions, il y a une décote de taille. Et a fortiori, la décote est encore plus grande entre 1 et 5 millions d'euros. Donc là, on est vraiment sur des grosses entreprises à 100 millions d'euros en moyenne. On est à 8,9 fois. Et même sur ces entreprises, il y a 35% d'entreprises qui sont valorisées moins de 7 fois l'EBITDA. Donc on voit que c'est pas parce qu'on fait 100 millions on vaut plus que 7. Il y a même un tiers des entreprises de 100 millions qui valent moins de 7 fois l'EBITDA. Quelques exemples d'opérations réalisées. Je vais vous parler des audits, hein. Donc sur ce groupe Calisco, groupe d'écoles de commerce qu'on a constitué avec 6000 élèves, eh bien, euh, ce qui était complexe dans les audits, c'est qu'il y avait beaucoup d'associations parce qu'il y a des écoles qui sont obligées d'être des associations. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire monter des facturations, de l'argent vers les sociétés, alors que ce sont des associations qui ne sont pas censées verser de dividendes et qui n'ont pas d'actionnaires? Est-ce qu'on risque de perdre les associations euh, parce que l'acheteur, peut-être demain, parce que l'acheteur n'a pas le droit d'être président ni trésorier de l'association. Donc, il va falloir qu'on sélectionne des présidents et des trésoriers. Donc, ce président et ce trésorier, ils sont indépendants. Demain, ils peuvent très bien dire, ben non, je ne veux plus avoir de lien avec la société à but lucratif, hein, qui est une société SAS. Également le nombre de sociétés et le nombre d'associations, 25 sociétés et associations pour ce groupe répartis dans toute la France,
avec des contrats de fournisseurs parce qu'ils ne sont pas propriétaires de tous les diplômes. Ils ont également par ailleurs pour certains diplômes la propriété du diplôme. Est-ce ils vont avoir encore le droit pendant des décennies de continuer à vendre ce diplôme aux écoles qui l'utilisent? Ils ont des diplômes d'infirmière et de secrétaire médical et des diplômes d'État dans le domaine des vétérinaires. Donc, comme les groupes d'écoles se valorisent généralement 10 à 15 fois les l'EBITDA, c'est-à-dire qu'il faut 20 à 30 ans pour commencer à gagner de l'argent, est-ce que les groupes d'écoles et les diplômes et les associations sont pérennes pendant ces 20 à 30 ans? Donc, toutes ces questions, dans les audits, on doit tenter d'y répondre. Vous imaginez l'envergure du chantier. Ici, ISCAE, un autre groupe d'écoles de commerce pour lequel on a fait un OBO à Nice, les difficultés étaient immobilières parce que on était en sous-location immobilière dans le bail du centre de la ville de Nice. Et donc, est-ce que l'école va rester dans le centre-ville ou est-ce qu'il faudra s'expatrier loin du centre-ville? Et donc, ça faisait partie des questions qu'on s'est posées et qu'on a validées. Edining Karian, il y a également des enjeux sur la digitalisation, la facturation électronique, à quelle date ce sera obligatoire, donc des enjeux réglementaires. Donc on voit qu'à chaque fois, les risques qu'on va chercher à identifier dans les audits sont différents. Ici, Agile, c'était plus sur la partie industrielle, immobilière, sur la partie risque de santé et risque pour les salariés, risque de dépollution, de pollution des sites. Ici, au Radiance, dans la partie radiologie, est-ce que on a le droit de faire de la téléradiologie? Est-ce qu'on est obligé d'être présent dans les centres d'imagerie? Est-ce que le numerus clausus va augmenter? Est-ce qu'il y aura plus de radiologues demain? Est-ce qu'on va recruter un radiologue pour remplacer le radiologue qui veut partir à la retraite? Donc, dans chaque opération, on va identifier des risques différents. Et donc, c'est en identifiant généralement ces risques qu'on va réussir à prendre les devants, les transformer en force et donc trouver l'acheteur qui va être le plus intéressé par les actifs économiques, mais aussi par les faiblesses, parce que c'est en connaissant les faiblesses qu'on va pouvoir mieux les gérer demain.